Bonjour, je suis Benjamin Gunlow, chirurgien spécialisé dans la main et les membres supérieurs à l'hôpital pour enfants de Boston. Merci au Harvard Global Orthopedics Collaborative pour l'invitation à parler aujourd'hui. Je vais aborder l'anatomie, l'épidémiologie, la physiopathologie et l'évaluation des lésions du plexus brachial à la naissance. Les objectifs sont de revoir l'anatomie du plexus brachial et des nerfs périphériques, ainsi que l'anatomie des lésions nerveuses liées aux lésions du plexus brachial à la naissance. Je parlerai aussi de l'épidémiologie, des facteurs de risque et de l'évaluation du patient avec une lésion du plexus brachial à la naissance. Pour commencer, le plexus brachial est un réseau de nerfs qui partent de la moelle épinière cervicale et thoracique au niveau CF5, 6, C7 et TON. Chaque racine nerveuse descend dans le cou puis dans le bras, formant des troncs, des divisions, des cordons. Et enfin, des branches motrices terminales qui assurent la majorité des fonctions du plexus brachial. Concernant la fonction motrice et sensorielle des membres supérieurs. Globalement, la racine C5 est responsable de l'épaule, C6 de la flexion du coude, C7 de l'extension du coude, du poignet et des doigts, et 7 et TON s'unissent pour la flexion des doigts et la fonction de la main. En réalité, il y a une redondance importante dans ces schémas d'innervation, chaque voie ayant des contributions significatives qui se chevauchent pour les groupes moteurs voisins. Nous le savons grâce à des études comme celle réalisée par le Dr Gu, qui a été un véritable innovateur. En réalisant le transfert du nerf C7 contralatéral, lors de la mise au point de cette opération, il a brillamment enregistré les schémas d'innervation qu'il a observés dans les plexus brachiaux normaux qu'il opérait. Le résumé des données qu'il a recueillies peut être consulté ici. Nous disposons ainsi d'informations très objectives. Le plexus brachial normal est un groupe musculaire avec une innervation, surtout par la racine C7. Les autres racines contribuent peu. Donc, ce qui nous permet de voir, ce sont des choses comme dans le biceps que nous considérons classiquement comme étant innervés par le CSX, en fait. Il reçoit presque autant de contributions de la racine C5 que de la racine nerveuse C6. Cela contraste avec d'autres groupes musculaires, comme le latissimus, dont l'innervation est étroitement liée à la racine nerveuse C7, tandis que les autres racines nerveuses n'apportent que très peu à l'innervation. De cette manière, nous pouvons mieux comprendre la répartition de l'innervation nerveuse dans les différents muscles. Nous observons également d'autres racines nerveuses ou groupes musculaires, comme le FCO, que nous voyons comme un groupe musculaire du tronc inférieur ou innervé par le nerf cubital. En fait, elle reçoit une contribution égale de 7, C8 et TON. Plus généralement, un tableau comme celui-ci démontre un chevauchement significatif entre les racines nerveuses et de groupes musculaires que nous n'associons pas habituellement à ces racines. Clark, issu du groupe de Toronto, a étudié des enfants qui avaient récemment subi une greffe nerveuse, des racines CF5, 6, C7, 8, ne laissant qu'une seule racine TON. Juste après l'opération et dans les semaines suivantes, ils ont réalisé des examens physiques sur ces enfants, ce qui leur a permis de déterminer quelle fonction est assurée, au moins chez les nourrissons, par la racine TON. Ce qu'ils ont découvert est vraiment étonnant et surprenant. Encore une fois, nous considérons classiquement que la racine nerveuse TON n'assure que la fonction de la main ou la fonction intrinsèque de la main. Cependant, en réalité, elle présente un schéma d'innervation très large et complexe, même dans des domaines que nous n'associerions jamais. Typiquement à la fonction du tronc inférieur, comme l'extension du coude, qui a été observée chez un quart des patients n'ayant qu'une racine nerveuse TON. Et chez 6 de ces 40 patients, l'AMS était de 6 ou 7. Ils ont conclu dans leur article qu'à cause de ces données, la spécificité diagnostique de la posture de la pointe du serveur que l'on associe seulement à une lésion du tronc supérieur, et, au moins chez le nourrisson,
moins fiable qu'on ne le pensait initialement. En passant du macroscopique au microscopique, il est également très important de comprendre la microanatomie du nerf périphérique. Voici une illustration qui détaille cette microanatomie. Nous voyons ici des axones individuels et leurs gaines de myéline qui sont regroupés dans un endoneurium et un périneurium et qui, en fin de compte, contribuent à un fascicule. Ces faisceaux sont vraiment les premières structures que nous sommes capables de résoudre et de voir, d'un point de vue clinique. Comprendre l'architecture fasciculaire est aussi crucial pour la reconstruction lors de transferts de nerfs fasciculaires. Concernant les lésions, il est essentiel de connaître ces structures, comme nous le verrons dans la diapositive suivante. Nous classons les lésions nerveuses selon la structure touchée. Plusieurs fascicules sont regroupés. Dorant, tissu conjonctif, qui aide à la vascularisation du nerf périphérique. Tout cela est contenu dans un épineurium. C'est cette structure que nous voyons comme le nerf périphérique. Comme je l'ai dit, comprendre ces structures est très utile. Cela nous permet de décrire plus précisément une lésion nerveuse périphérique. Les travaux du Dr Suden, Seddon et Sunderland sont disponibles sur le site. En général, nous avons 3 grandes classifications des lésions. Les neuropraxies sont des lésions d'étirement causant seulement une perte de myéline. Toutes les autres structures que nous avons vues restent intactes. D'un point de vue clinique, ce sont les patients ayant des lésions du plexus brachial à la naissance qui sont considérés comme ayant subi une lésion par étirement et qui se résorbent généralement en quelques jours ou semaines. Cependant, en cas de lésions successives d'autres structures, on commence à observer des lésions axonométriques, où non seulement la myéline est endommagée, mais également les axones. Enfin, une lésion médulaire est une rupture ou transection complète du nerf périphérique. D'autres, comme Sunderland, ont tenté de classifier plus en détail les lésions nerveuses périphériques, réalisant que les structures affectées ne se limitaient pas à la myéline, aux axones et à l'épinèvre. Ainsi, ces lésions axonométriques ont été classées en différentes catégories, de grades 1, 3, 4 et 5. Et à chaque degré successif, nous constatons qu'une structure supplémentaire est lésée, de la myéline à l'axone et à l'endoneurium, et à l'endoneurium de l'axone et au périneurium, puis finalement une transection complète. Et ce que nous voyons cliniquement, c'est qu'avec l'augmentation de la gravité de la lésion ou du nombre de structures lésées, il faudra plus de temps pour permettre une régénération spontanée. Ou, dans le cas de lésions plus graves, l'incapacité d'un nerf à se rétablir véritablement par lui-même. Quand nous subissons des lésions axonométriques, une dégénérescence wolframienne commence à apparaître. Et, avec la dégénérescence wolframienne, la récupération du nerf prend beaucoup plus de temps. En général, après une lésion axonométrique, une dégénérescence wolframienne se produit où l'axone distal est éliminé. Et l'axone mûrit. Là, les cellules de Schwann se transforment aussi en cellules semblables aux macrophages, qui commencent à métaboliser et digérer les cellules de Schwann. Lorsque l'excroissance axonale débute, via un cône de croissance qui se forme, les cellules de Schwann du nerf périphérique se transforment aussi en cellules similaires aux macrophages, qui commencent à métaboliser et digérer les cellules de Schwann. Le processus de repousse et de rétablissement du nerf se produit dans le segment distal de la lésion nerveuse. C'est à partir de ce point que ce processus permet au nerf de se régénérer efficacement et de retrouver sa fonctionnalité. La croissance de l'axone, la remyélinisation et le rétablissement des jonctions neuromusculaires. En général, c'est ainsi que devraient se présenter la repousse et la récupération nerveuse. Concernant les lésions du plexus brachial à la naissance,
Une autre importance anatomique à considérer pour classifier les lésions nerveuses est de voir où la lésion s'est produite. Globalement, nous les classons en rupture et avulsion ou en lésions préganglionnaires et postganglionnaires. Et c'est aussi crucial pour comprendre d'un point de vue clinique. En effet, la localisation et l'emplacement de la lésion permettent d'envisager diverses options de reconstruction. Plus précisément, les avulsions où la racine nerveuse est arrachée de pinière et les radicelles individuelles ne permettent pas vraiment de reconstruire cette racine nerveuse. En revanche, une rupture ou une lésion post-ganglionnaire chez certains patients au moins offre la possibilité d'une résection et d'une greffe. C'est la raison pour laquelle il est crucial de pouvoir poser un diagnostic précis ou de bien comprendre les situations dans lesquelles un nerf a été avulsé ou rompu. Cela devient extrêmement important pour la prise en charge chirurgicale efficace de ces patients. Et c'est crucial, César, non seulement la blessure immédiate et les besoins de reconstruction de ce patient, mais aussi ses perspectives à long terme et la fonction de son membre supérieur. C'est ce que révèlent des études comme celle menée par le Dr Cornwall. Cette découverte a été faite au début de la dernière décennie, en étudiant l'effet des lésions pré- et post-ganglionnaires sur les lésions du muscle, la croissance musculaire et le développement de la contracture du membre supérieur. On observe ici un modèle de souris montrant que les lésions préganglionnaires préservent mieux l'innervation afférente. Cette préservation de l'innervation des fuseaux musculaires dans le muscle désinnervé peut réduire le raccourcissement et la contracture musculaire développée. C'est ce qu'a démontré son modèle de science fondamentale. Mais cette idée a aussi été étudiée cliniquement, publiée dans une étude par le Dr Pandog et Malaise, où ils ont examiné leur cohorte de patients, même dans le modèle de lésions C5 et C6. Et n'analysent les ruptures et avulsions des racines nerveuses ou les lésions préganglionnaires et postganglionnaires, et en voyant quels patients ont eu une aggravation de la contracture de rotation interne. À l'adolescence, ce qu'ils ont montré ressemble beaucoup à ce que le Dr Cornwell a montré. Les patients avec une avulsion plus grande, surtout ceux avec avulsion de CF5 et de C6, avaient une contracture de rotation interne bien moindre que ceux avec une rupture ou lésion post-ganglionnaire de C5 et de C6. Examinons maintenant certaines causes des lésions du plexus brachial à la naissance. Finalement, cette lésion résulte d'une traction ou d'une force exercée sur le plexus brachial à la naissance. Lorsque l'angle entre le cou et l'épaule augmente pendant l'accouchement. Cela entraîne une traction sur les racines nerveuses, débutant par C5 et descendant de C6 à C7 et finalement tone. En général, l'incidence des lésions congénitales de brachycéphalie est estimée, au moins à l'époque moderne, à un cas sur 1000 naissances vivantes. Cependant, il y a bien plus de variabilité que cette statistique ne montre. Ainsi, en examinant soit dans le temps, soit entre pays, on voit encore beaucoup de variabilité dans l'incidence des lésions du plexus brachial à la naissance. Certains pays, comme le Royaume-Uni, ont récemment signalé une incidence très basse, avec seulement 0,42 pour 1000 naissances vivantes. Aux États-Unis, c'est environ un cas pour 1000 naissances vivantes depuis longtemps. Et cela a été prouvé de manière similaire dans de belles études rétrospectives en Turquie. Cependant, dans d'autres pays, comme le Kosovo et le Nigeria ces 10 dernières années, on observe encore une incidence 2 à 4 fois plus élevée
que cette statistique d'une naissance vivante sur 1000. Dans une belle revue publiée, ici par Shawin, on constate que cette variabilité d'autres facteurs de risque sont bien présentés dans des données plus objectives. Il montre que dans les pays avec une prévalence élevée des césariennes, les taux de lésions du plexus brachial à la naissance sont significativement plus bas. Les facteurs de risque liés aux lésions du plexus brachial lors de la naissance ont été minutieusement examinés et analysés en profondeur sur plusieurs décennies. Ce que nous avons appris, c'est que le facteur de risque le plus significatif pour une lésion du plexus brachial à la naissance est la survenue d'une dystocie de l'épaule pendant l'accouchement. Une étude approfondie menée par FOOA et ses collègues au cours de la dernière décennie a démontré que la dystocie des épaules augmentait le risque de lésion du plexus brachial à la naissance d'un facteur 100. Parmi les autres facteurs de risque, on peut citer un nourrisson de taille imposante avec un poids de naissance égal ou supérieur à 4,5 kg, la nécessité d'un accouchement assisté, forceps ou ventouse, ainsi que le diabète maternel. Cependant, il y a un chevauchement significatif avec ces autres facteurs de risque et la survenue finale d'une dystocie de l'épaule. Encore une fois, plusieurs études ont démontré l'effet protecteur que la césarienne peut avoir sur la réduction de l'incidence des lésions du plexus brachial à la naissance. Quand on s'occupe d'un nourrisson, surtout lors de la première évaluation, en supposant une lésion du plexus brachial à la naissance, il est crucial d'être ouvert et de considérer d'autres facteurs qui peuvent aussi réduire la mobilité d'un membre supérieur. Les fractures de la clavicule ou de l'humérus sont souvent liées à un accouchement difficile et peuvent survenir chez un nourrisson, dont les mouvements des bras sont limités à cause de la douleur. Il est essentiel de noter que ces lésions ou fractures chez le jeune enfant guérissent très rapidement. Si c'est la cause de la réduction des mouvements, de la pseudoparalysie, on peut s'attendre à une nette augmentation des mouvements une fois que la fracture sera stabilisée et qu'un cal suffisant se sera formé. Il est aussi important de se souvenir que, surtout les enfants ayant vécu des accouchements très difficiles, ont subi un travail très long et qui peuvent avoir un événement anoxique. Il peut y avoir une cause plus centrale à la réduction de leurs mouvements. De plus, des problèmes comme une lésion de la colonne cervicale doivent aussi être pris en compte par le clinicien. Surtout, si les patients montrent des symptômes bilatéraux, des diagnostics supplémentaires ou des éléments observés avec une lésion du plexus brachial à la naissance incluent une paralysie du nerf phrénique. Cela demande une observation astucieuse du clinicien et peut être négligée. Il n'est pas toujours facile de savoir si un enfant a une lésion du nerf phrénique. Mais, il est crucial de demander aux parents ou aux soignants la radiographie thoracique d'un enfant avec une lésion du plexus brachial à la naissance affecte sa façon de manger. Une lésion du nerf phrénique, isolée ou associée à une lésion du plexus brachial, peut montrer un enfant bien oxygéné sans effort respiratoire accru, jusqu'à ce qu'il mange. Et alors, il peut avoir besoin d'arrêter de manger pour respirer et peut se détacher en respirant lourdement. Il faut interroger les parents ou soignants et être très vigilants s'ils sont inquiets. Voici une radiographie thoracique d'un nourrisson avec une lésion du plexus brachial à la naissance. Le patient avait une élévation hémidiaphragmatique due à une lésion du nerf phrénique. This withholding inclut l'échographie, utilisée pour l'investigation, réduisent l'exposition aux radiations et offrent une visualisation rapide et dynamique du diaphragme.
aidant à diagnostiquer une lésion du nerf phrénique. Doritotrichosis peut avoir une forte prévalence de co-occurrence, avec une lésion du plexus brachial à la naissance. Naître un véritable torticolis, où le patient ne peut pas activement et le clinicien ne peut pas passivement amener le cou sur la ligne médiane. Du côté opposé, même chez les patients sans torticolis contracturé. En raison de la blessure, de l'inconfort dû à la blessure et d'autres facteurs, ces patients peuvent avoir une préférence pour le côté du regard. Ainsi, en évaluant un nourrisson avec lésion du plexus brachial à la naissance, il est crucial d'examiner la souplesse du cou et la capacité à amener la tête sur la ligne médiane contralatérale. Dans le coaching ou la thérapie avec ces familles, les informer sur l'introduction de ces étirements pour prévenir une contracture plus rigide de la position du cou. Le syndrome de Horner est un résultat spécifique observé chez les patients avec des lésions du plexus brachial à la naissance. On observe ici un bébé avec le syndrome de Horner, illustré par la chute de la paupière. Le syndrome de Horner résulte d'une anomalie congénitale ou d'une lésion de la chaîne sympathique, dit le tronc sympathique cervical. Nous pensons que c'est pathognomonique de l'avulsion de la racine nerveuse. Récemment, d'autres études ont été publiées à ce sujet, montrant que les brûleurs peuvent être observés dans les lésions sans avulsion à C8M, par exemple des avulsions à C7. Cependant, cela est toujours classiquement associé à davantage d'avulsions des racines inférieures. Passons à l'évaluation du patient avec lésion du plexus brachial à la naissance. Plusieurs systèmes de classification ont été proposés. Pourtant, l'échelle de mouvement actif, conçue par le Dr. Clark et des chercheurs de Toronto, est devenue un outil populaire pour évaluer les nourrissons avec une lésion du plexus brachial à la naissance. En bas à droite, on observe l'échelle de classification, débutant à 0 pour l'absence de contraction, et atteint sept, correspondant à un mouvement complet contre la gravité. Il est crucial de savoir qu'avec l'AMS, les patients doivent avoir un mouvement complet contre la gravité ou un score de 4, avant de passer à un mouvement anti-gravité. L'AMS est aussi très utile, car elle permet de dire comparaison, break-examens, et autorise des examens en série. Promet des données objectives sur les améliorations à mesure que les nourrissons grandissent. Un autre outil d'évaluation clé est le score MALA, qui catégorise la fonction de l'épaule chez le patient avec une lésion du plexus brachial à la naissance. Proposé en 1972, le score de Mallette, et a été modifié en 2012 pour ajouter la rotation interne de l'abdomen. Le score de Mallette, comme l'AMS, est l'outil principal pour évaluer les lésions du plexus brachial à la naissance. C'est un outil pour évaluer les patients avec des lésions de l'épaule et du plexus brachial à la naissance. Toutefois, il faut l'attention et la capacité des patients à suivre les instructions. C'est pourquoi ils ne deviennent vraiment utiles qu'à partir de 2 ou 3 ans. Les IRM, les OMG et l'échographie sont d'autres outils pour évaluer les patients avec des lésions du plexus brachial à la naissance. Leur utilité dépend beaucoup de l'établissement ou de la région. Lors de l'évaluation de ces patients,
On voit ici à droite des images d'une IRM pendant la sieste, dont mon partenaire, le Dr Bauer, vous parlera dans sa conférence. Mais il s'agit d'un protocole d'IRM sans sédation qui a été mis au point par nos prestataires ici présents. Et se permet des patients ayant des lésions du plexus brachial à la naissance, with suffering ever, des cartes thermiques, où elles sont appelées, et une évaluation plus précise, des schémas de lésions. C'est un outil local, utilisé couramment pour évaluer ces patients. Cependant, il est nécessaire qu'une institution prenne en charge ces tests, notamment pour obtenir des IRM et des nourrissons non sédés. Ils sont nourris et émaillotés, et l'IRM a lieu pendant que l'enfant dort. Cela ne peut pas être réalisé ailleurs. L'utilité de l'IRM pour les situations où un nourrisson nécessite une anesthésie générale devient moins envisageable dans d'autres lieux. Les études EMG et de conduction nerveuse forment un ensemble de tests qui, dans certains centres, sont très souvent réalisés et jugés extrêmement précieux par les prestataires, alors que d'autres centres n'effectuent presque jamais des tests d'EMG et de conduction nerveuse, soit en raison de la faisabilité ou parce qu'ils n'ont pas les moyens de réaliser ces tests. Cette méthode aide le programme du plexus brachial et facilite l'accès aux tests. N'ont pas trouvé utile les données fournies. De même, l'échographie est un test utilisé pour classer en temps réel les lésions nerveuses et permettre une imagerie dynamique de l'épaule et du plexus brachial en cas de lésion congénitale. En fin de compte, toutes ces évaluations sont nécessaires au fil du temps. C'est là qu'elles prennent leur importance. Le pilier de l'évaluation du patient pédiatrique avec lésion du plexus brachial repose sur ces outils d'examen mentionnés et répétés dans le temps. Dans notre pratique, nous voyons gars dès la naissance et nous les voyons chaque mois pendant au moins les 6 premiers mois de leur vie. La raison pour laquelle nous procédons ainsi est multiple. Nous savons que la plupart des nourrissons se rétablissent spontanément au cours des 3 premiers mois. Le fait de les voir tout au long de ce processus et de suivre cette guérison et nous permet à établir un pronostic précis. Pour ces patients, cela nous permet aussi d'éduquer les familles. Pour les nourrissons qui ne se rétablissent pas, cela nous permet de recommander rapidement une intervention chirurgicale nécessaire. Nous voyons ici une recherche menée dans notre institution il y a quelques années par le Dr Waters. Dans cette recherche, le Dr Waters a prouvé qu'il était possible de réaliser des examens en série. La valeur de ces examens en série a été démontrée de manière très convaincante. Cette recherche visait à couvrir la baisse de la flexion du coude ou son retour, le mois où cela s'est produit, et finalement la classification Mallet ou la fonction de l'épaule de ces enfants en plus tard. Pour évaluer Nick Pereth, le Dr Waters a découvert que les enfants récupérant la flexion du coude au cours du premier mois de vie avaient ensuite une fonction de l'épaule presque normale, avec un Mallet de 5 dans toutes les catégories principales. Ce que nous voyons ici, c'est que même les enfants ayant récupéré la flexion du coude dans les 2 ou 3 premiers mois de vie ont une meilleure fonction de l'épaule que des patients reconstruits chirurgicalement. Toutefois, ces enfants n'ont pas une fonction d'épaule normale. La durée maximale de cette étude était de 6 mois, durant lesquels nous avons observé que le résultat final, ou bien la fonction de l'épaule, était inférieure au niveau des patients ayant subi une reconstruction chirurgicale.
Ceci met en avant l'importance des évaluations répétées chaque mois pour réellement prédire la guérison et identifier les patients pour une reconstruction chirurgicale. Ever sur Sim à notre prochain exposé qui portera sur la reconstruction précoce et les interventions nerveuses dans les lésions du plexus brachial à la naissance. Merci à tous pour votre écoute. Aujourd'hui,